Ce logo, vous le connaissez forcément. L'application Strava est devenue en quelques années une référence pour les sportifs du monde entier. Aujourd'hui, plus de 120 millions de sportifs mettent en ligne plus de 2 milliards d'activités chaque année, faisant de Strava la troisième application avec le taux d'engagement le plus haut devant Instagram ou encore Facebook. Mais alors comment une simple application a-t-elle réussi à transformer nos sorties les plus banales en véritables compétitions? Pourquoi des millions de coureurs et de cyclistes dans le monde ne peuvent plus imaginer pratiquer sans elle? Aujourd'hui, on revient sur l'histoire d'une idée qui a bouleversé notre rapport au sport, Strava. L'histoire de Strava commence bien loin des segments, des coms et des likes. Retour au début des années 2000, deux amis, Mark Gainey et Michael Horvath, anciens rameurs de l'université de Harvard, se retrouvent confrontés au même problème. Une fois leur carrière sportive terminée, plus rien ne les motivait réellement à bouger. Plus de coach, plus d'équipe, plus d'entraînement structuré et surtout plus de regard extérieur. Et c'est là qu'ils réalisent quelque chose. Ce qui les faisait avancer à l'époque, ce n'était pas réellement la performance, mais plutôt l'émulation collective, le fait de s'entraîner ensemble et de se tirer vers le haut. Alors ils se posent une question simple mais puissante, et si on pouvait recréer ce sentiment en ligne? Parce que oui, à cette époque, Internet n'en était qu'à ses tout débuts. Pas encore de YouTube omniprésent, pas de Spotify et pas encore de réseaux sociaux comme on les connaît aujourd'hui. Mais alors que rien de tout cela n'existe, les deux amis imaginent donc une plateforme pour connecter les sportifs où chacun pourrait enregistrer ses performances, suivre ses progrès et surtout partager son effort aux autres. Une plateforme qui serait à la fois un carnet d'entraînement et un réseau social. Et c'est en 2009 que leur idée devient alors réalité. So we started imagining what could we do with this thing, and that's where we got the idea for Strava. We said, well, could we create the virtual locker room? Could we create this place where you could meet your teammates and you couldn't work out together? Il l'appelle Strava, un mot inspiré du suédois qui signifie littéralement faire un effort. Et dès le départ, la promesse est claire, faire de chaque activité une histoire à raconter. Mais ce qui va vraiment démarquer Strava des autres applications de sport, ce n'est pas le GPS ni les données brutes, parce que ça, Garmin le faisait déjà avant avec les premières versions de montres connectées dédiées au sport apparues dès 2003. Gardez bien la montre en position jusqu'à l'apparition du chronomètre. Maintenant, vous êtes prêt pour votre premier entraînement. Non, ce qui a vraiment permis à Strava de se démarquer, c'est la gamification, la transformation de chaque sortie en défi personnel ou collectif. Et c'est là que Strava va frapper fort. Car l'innovation qui va faire toute la différence, ce n'est pas juste de tracer ses sorties, mais plutôt de transformer chaque route, chaque montée ou encore chaque portion de parcours en terrain de jeu. Et c'est l'invention des segments. En pratique, c'est très simple. Un utilisateur définit un bout de route, ça peut être une montée mythique, une ligne droite sans charme ou même un chemin improbable, et Strava en fait un défi permanent. Dès lors, à chaque fois qu'un sportif passe par ce segment, par cette même route, son temps est automatiquement enregistré et ajouté à un classement mondial. Le plus rapide décroche alors le fameux titre comme King of Mountain ou Queen of Mountain. Un nom largement inspiré du cyclisme professionnel où être le plus rapide en montée est considéré comme une performance de prestige. Le terme a ensuite été étendu à tous les segments, même les plus plats. Un petit acronyme donc, 3 lettres seulement et pourtant une véritable révolution. Parce qu'à partir de là, on ne s'entraîne plus seulement pour soi, mais on se mesure réellement aux autres, à ses amis, à ses rivaux et souvent à des inconnus. Et c'est ça le génie de Strava, avoir transformé un effort souvent solitaire en un jeu collectif, permanent et sans arbitre. Les coms deviennent alors rapidement une monnaie sociale. Un com, c'est un trophée virtuel, mais qui déclenche des guerres bien réelles. On se lève à l'aube pour tenter un record. On programme sa sortie exprès pour détrôner celui qui a pris sa montée la veille. Certains planifient même leur entraînement en fonction des segments à conquérir. Bref, la route devient un gigantesque plateau d'affichage où chacun peut inscrire son nom, et pour beaucoup, décrocher un com procure une fierté équivalente, voire supérieure à une médaille en compétition locale. Mais ce n'est pas tout. Si Strava a pu se démocratiser aussi vite, c'est aussi parce que la technologie, elle aussi, était en train de changer. D'abord, il y a eu les smartphones. Pour la première fois, chacun pouvait embarquer un GPS dans sa poche,
sans matériel spécifique. Puis sont arrivés les montres connectées et les capteurs de vélo intelligents. Et d'un coup, enregistrer une sortie, visualiser ses performances et les transférer directement sur Strava était devenu un jeu d'enfant. Résultat, plus besoin d'être un athlète sponsorisé pour suivre ses progrès, plus besoin d'un coach ou d'un carnet d'entraînement papier. L'analyse est accessible à tous, instantanément et partout. Et c'est cette combinaison entre facilité technologique et couche sociale qui fait de Strava l'ovni qu'il est aujourd'hui. Parce que Strava, ce n'est pas qu'une application de sport, c'est un réseau social déguisé. Chaque sortie devient une publication, chaque effort est visible. Chaque performance peut être félicitée par un kudos, l'équivalent d'un like. On peut suivre ses amis mais aussi des professionnels. Et soudain, ton entraînement quotidien peut apparaître juste en dessous de celui d'un cycliste du Tour de France ou d'un marathonien olympique. Et c'est là que Strava dépasse le simple cadre numérique. Parce qu'au fond, ce que l'application a changé, ce n'est pas seulement la façon de s'entraîner, mais la culture même du sport amateur. Avant, courir ou pédaler seul, c'était dur, parfois décourageant. Mais aujourd'hui, il y a toujours un public, des amis qui vont voir ta sortie, un com à aller chercher ou encore un record personnel à battre devient visible et partageable. On ne court plus seulement pour soi, mais on court aussi pour raconter une histoire, pour recevoir un petit kudos ou encore pour montrer qu'on était là. Mais cette évolution, aussi encourageante soit-elle, a aussi un revers. Car Strava, en démocratisant la performance et la comparaison permanente, a d'abord introduit une forme de pression sociale pour le sport amateur. Certains se sentent maintenant obligés de publier, d'autres en viennent à tricher en manipulant leurs données GPS pour décrocher un com ou en payant des gens pour courir à leur place. Et pour certains même, la recherche du classement peut devenir presque addictive ou dangereuse. Et c'est précisément sur ce dernier point qu'un drame est venu rappeler la fragilité de cette quête de performance. En juin 2010, William Kim Flint, un cycliste passionné de la région de San Francisco, détenait le com sur un segment situé dans Tilden Park en Californie. Et lorsqu'il a appris que son record venait d'être battu, il est parti défendre son titre. Mais dans la descente, sur une route ample et rapide, il circulait à plus de 16 km/h au-dessus de la limitation de vitesse autorisée et le trajet s'est terminé tragiquement. Flint a freiné brutalement pour éviter une voiture, perdu le contrôle et a fait une chute mortelle. Suite à cet accident, sa famille a déposé une plainte pour négligence contre Strava, accusant l'application d'avoir créé une culture où la poursuite des records prime sur la sécurité. Une culture du Far West où cela est encouragé et récompensé sans aucun avertissement, selon l'avocate de la famille. L'application, de son côté, s'est défendue en affirmant que la responsabilité relevait de l'utilisateur. Les segments sont créés par les utilisateurs eux-mêmes et la plateforme inclut des clauses de non-responsabilité dans ses conditions d'utilisation. En bien comme en mal, Strava a donc transformé la façon dont on vit le sport. Le footing du dimanche est devenu un post, la sortie vélo une compétition virtuelle et la simple question « tu vas courir » a été remplacée par « tu mets ça sur Strava ». En témoigne le slogan de l'application « si ce n'est pas sur Strava, ça ne compte pas ». Mais au-delà de la formule, c'est toute une nouvelle manière de pratiquer qui est née. Strava a aussi créé une communauté mondiale où chaque effort, qu'il s'agisse d'une ascension mythique des Alpes ou d'un petit tour de quartier, trouve sa place dans une histoire collective. Et pour beaucoup, c'est réellement devenu une source de motivation inépuisable. On s'entraîne plus, on progresse davantage et on partage ses réussites avec des milliers de personnes qui, parfois, ne se sont jamais rencontrées. Mais logiquement, cette transformation pose aussi des questions. Quelle est la frontière entre la motivation saine et la comparaison toxique? Jusqu'où on peut pousser la gamification du sport sans mettre en danger les pratiquants eux-mêmes? Mais surtout, à qui appartiennent toutes ces données, devenues aujourd'hui une ressource précieuse pour les marques, les organisateurs d'événements, ou encore les municipalités qui s'en servent aujourd'hui pour analyser la mobilité urbaine. Car derrière les likes et les coms, Strava est aussi un géant de la donnée sportive. Chaque sortie publiée enrichit une base d'informations gigantesque qui façonne déjà la manière dont les villes pensent leurs pistes cyclables et dont les marques de sport imaginent leurs produits. En un peu plus d'une décennie, Strava est donc passé du statut d'un simple carnet d'entraînement à celui de réseau social mondial. Un espace où l'on ne fait pas qu'enregistrer ses efforts, on les raconte, on les partage et on les compare. Et si l'application continue aujourd'hui de diviser entre ceux qui la voient comme un véritable outil de motivation et ceux qui la critiquent comme un générateur de pression, une chose est sûre, elle a déjà laissé une empreinte indélébile dans la culture sportive. Parce qu'au fond, Strava a réussi à réinventer une vérité universelle. Le sport n'est jamais uniquement une affaire de performance individuelle, mais c'est avant tout une histoire de regard, de communauté et d'émotions partagées.
Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Le but n'était pas de critiquer Strava, j'en suis moi-même un utilisateur quasi quotidien, mais plutôt de mettre en lumière les questions et les débats que son utilisation soulève aujourd'hui. Si le sujet t'a plu, pense à t'abonner et à liker avant de partir, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.